Dune 3 nous met déjà une claque avec la bande-annonce, la manière dont ils ont fait le Cyclope dans l'Odyssée, on va parler de tout ça et sans spoiler, parce que oui, j'ai vu l'Odyssée, mais je vais rien vous révéler, on va juste parler un peu des actus et des coulisses. Comme d'habitude, c'est Reg, cinéma, série et un petit peu jeux vidéo. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un moyen intéressant et moins cher de vous acheter des jeux vidéo. En effet, avant de courir au magasin ou sur votre plateforme habituelle, pensez à Instant Gaming. Instant Gaming est un site internet qui vous permet d'acheter des jeux moins chers et cela d'une manière extrêmement simple. Cela concerne les dernières sorties en vogue, comme par exemple Assassin's Creed Black Flag Resynced qui est déjà disponible. Vous pouvez précommander des jeux comme The Blood of Dawnwalker ou encore Fable que j'attends énormément. Vous avez l'occasion d'acheter des classiques que vous n'avez pas encore fait pour l'instant comme Cyberpunk 2077 ou encore tenter des jeux tendance comme par exemple Mecha Chameleon. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des monnaies virtuelles comme des Valorant Points ou des Riot Points ou points, je ne sais pas. Et vous pouvez tout simplement acheter des cartes pour vos stores préférés, le PlayStation Store, le Nintendo eShop, le Xbox Game Pass Ultimate et plein d'autres. Il y a plein de cartes cadeaux disponibles. La clé est reçue instantanément après achat. Il suffit juste de l'activer sur la plateforme en question, Steam par exemple. À l'heure où énormément de jeux vidéo sortent uniquement en dématérialisé, il est vraiment important d'avoir une alternative comme Instant Gaming pour ne pas payer le prix fort. D'ailleurs, Instant Gaming vous propose un concours. Vous pouvez gagner le jeu de votre choix. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description, de se connecter ou de se créer un compte et de participer. Le gagnant sera tiré au sort à la fin du compte à rebours. Donc foncez sur Instant Gaming grâce au lien dans la description et le commentaire épinglé. Christopher Nolan est en pleine promotion pour l'Odyssée. Le film sort cette semaine. Moi, je peux vous dire que j'ai déjà vu. J'ai rien le droit de dire sur le film, juste que je l'ai vu. Je l'ai vu en version classique. Je l'ai pas vu en IMAX 70 mm. Je l'ai vu vraiment en DCP. Classique, comme ça je l'ai vu comme la majorité des gens qui vont le voir. Je vais y retourner ce week-end à Bruxelles, donc du coup le week-end prochain à Bruxelles pour le revoir cette fois-ci en IMAX 70 mm, mais j'ai vu le film. Et en pleine promo du film, il parle évidemment de comment il a fait le film, et un truc qui est beaucoup revenu, c'est le fameux Cyclope, qui est une marionnette de 18 mètres visiblement, qui a été emporté au haut d'une montagne ou colline dans une cave et tout en hélico. Bref, c'est lunaire. Mais c'est vrai que j'ai des choses à dire par rapport à ça. Je ne peux pas encore le dire. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant ce qu'il dit sur ce film. Je vais pas vous dire exactement si je suis d'accord avec cette actualité ou ce que j'en pense pour l'instant. Mais voilà, il y a un truc où c'est, d'après Nolan, un film à l'ancienne, quoi. Des marionnettes, pas beaucoup d'effets spéciaux, entre guillemets, ce genre de choses. Encore une fois, voilà, on en parlera. Mais il y a tout un truc où c'est inspiré par Guillermo del Toro. Il voulait faire un film d'horreur aussi à la base avec l'Odyssée. Il veut même faire un film d'horreur à l'avenir, Nolan. Donc c'est cool qu'il y ait un mec comme ça qui pousse la technologie avec la 70 mm à fond. J'ai parlé la semaine dernière des caméras IMAX, ils utilisaient du système de miroir et tout. Et en même temps, c'est cool que il soit aussi à l'ancienne, qu'il fasse un peplum gigantesque comme à l'époque, tu sais, les années 50, 60 d'Hollywood ou un petit peu début Gladiator. Mais franchement, l'Odyssée, ça ressemble plus à des films des années 50-60 qu'à Gladiator ou Kingdom of Heaven. Voilà, c'est plus un film d'aventure qu'autre chose. On en parlera en détail ce week-end. Mais voilà, c'est un film vraiment à l'ancienne et c'est justement grâce à ce genre de trucs, genre les marionnettes de 18 mètres et les techniques de cinéma utilisées. Donc j'ai vraiment hâte d'en parler en détail. Je vais préparer une très grosse critique. Il y a énormément de choses à dire sur le film. Ça va cartonner, ça je peux vous le dire. Ça va cartonner de fou furieux. Les gens vont adorer, quoi. Ça va être un succès planétaire. Je le vois déjà exploser des records pour Nolan. Ce sera de loin son film qui va le mieux marcher. Maintenant que je l'ai vu, je peux clairement vous le dire. Ça va être un phénomène. Ça va être un événement culturel majeur, je le pense. Et je vous donnerai ma critique détaillée. Je pense mercredi à minuit. C'est là que l'embargo se lève. Je crois qu'à mercredi à 1h du matin, quoi. Donc peut-être après le match de la France, je sortirai la critique ou j'attendrai midi. En tout cas, ma critique est déjà écrite et je filme ça ce week-end et j'en parlerai en détail parce que il y aura sûrement plusieurs vidéos sur l'Odyssée, sur le format d'IMAX, parce que je vais comparer les deux. Vu que c'est le premier film filmé en IMAX 70 mm intégralement, j'aurai sûrement des choses à redire par rapport au film après l'avoir revu, en ayant lu vos commentaires. On va parler de plein de choses par rapport à ce film, ça va être fascinant. Ensuite, on a aussi Nolan qui a quand même dit que la règle de Tarantino est dangereuse. Et je suis un peu d'accord avec lui, j'ai toujours dit, moi, ce que fait Tarantino, c'est ridicule. Lui, il respecte, Nolan l'a dit, mais c'est dangereux pour un artiste. Il considère qu'un artiste doit continuer de créer et que c'est un truc qui démange au fin fond de l'âme d'artiste. Et il a dit que Tarantino, il souhaite, d'après lui en tout cas, qu'il ne respecte pas sa règle et qu'il fasse des films toute sa vie.
Tarantino, j'en ai fait une vidéo là il y a quelques mois, en mars, par rapport à ça, je trouve que c'est ridicule, c'est stupide, mais il a jamais dit qu'il ferait pas des trucs d'artiste pour le coup. Il a jamais dit qu'il fera pas de film. Alors oui, par contre, Tarantino, c'est un réalisateur, c'est un auteur, c'est un scénariste aussi. C'est l'un de ces réals qui fait scénario et réalisation, ce qui est très rare à Hollywood, et de manière générale, c'est assez rare. En France, c'est un peu plus courant, mais c'est qu'à Hollywood, c'est assez rare. Nolan, il écrit rarement ses scripts tout seul, là, il a commencé, mais ça reste des adaptations. C'est difficile d'adapter une œuvre, attention, hein, mais Tarantino, c'est que des idées originales. Bon, quand même, c'est difficile, c'est compliqué, mais il a toujours dit que s'il veut faire d'autres choses, il le fera, genre des séries télé, du théâtre, il fera d'autres trucs, quoi. En tout cas, ouais, je suis assez d'accord avec Nolan, je trouve que c'est une règle un peu bête, un peu dangereuse, et il a raison de le dire, parce que Nolan, je pense qu'il va faire comme Scorsese et comme Clint Eastwood, il va faire des films toute sa vie, quoi. Et j'ai hâte de voir l'époque de Nolan, bah, dans 20 ans, 30 ans, quoi, parce que franchement, Nolan, moi, je trouve qu'il a fait que s'améliorer. Il y a des défauts encore dans son cinéma et tout, bien sûr, mais je trouve que c'est un mec qui a capté un truc, qui s'améliore, qui mûrit beaucoup politiquement, qui mûrit beaucoup dans la manière dont il traite ses histoires. Mais je trouve que c'est assez fascinant de le voir vraiment être et grand spectacle et de le voir vraiment gagner en maturité thématique. Il y a encore des problèmes de mise en scène, je trouve, dans ses films, mais globalement, c'est un mec qui a bien évolué, je trouve. Moi, Oppenheimer, ça reste aujourd'hui mon film préféré de Christopher Nolan. Je trouve qu'il a capté un truc assez unique avec. Et là, avec les prochains films qu'il va faire, on parlera de l'Odyssée encore une fois cette semaine, c'est un mec qui grandit beaucoup et je trouve ça assez fascinant, mais je pense qu'il va faire des films toute sa vie. Pathé, même si pour l'instant De Gaulle est un échec, on n'est même pas encore à, je crois qu'à 2,5 millions d'entrées sur les deux films, il faut que ça fasse beaucoup plus, c'est quand même un projet à 80 millions minimum, voire 100 d'après certains journalistes, mais bon, c'est un projet qui marche pas assez bien pour l'instant, mais Pathé va quand même continuer. Ils vont continuer les blockbusters, ils vont continuer à faire des grosses propositions artistiques comme ça, et c'est bien. Franchement, c'est une bonne chose qu'ils continuent ce genre d'œuvres. Je trouve ça très très cool. Pour le coup, qu'on aime ou pas. Alors moi, je trouve que les œuvres, elles sont imparfaites. Il n'y en a aucune qui m'a vraiment mis une claque. Mais c'est bien qu'ils continuent, qu'ils essayent. Et je trouve que c'est une bonne chose. The End of Oak Street, vous savez, le film de David Robert Mitchell qui a fait donc It Follows récemment, sortira donc en août. Ça sera un film de dinosaures. Ça sera PG-13, donc pas beaucoup de violence. Et ça va durer qu'1h39. C'était un gros film à gros budget. Il devait sortir en IMAX et tout. Je crois qu'il sort toujours en IMAX. À voir si l'Odyssey va tout bouffer en IMAX. Parce que je pense que l'Odyssée, s'il y a un film à voir en IMAX, bah, moi je l'ai vu en classique, hein, je l'ai vu en DCP, mais je pense qu'en IMAX, ça va être quelque chose. Je pense que ça va envoyer du très 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 lourd. Donc je sais pas si du coup Oak Street sera bel et bien en IMAX, vu qu'il va flopper de fou et que personne va aller voir ça. Dommage parce qu'Ewan McGregor, Anne Hathaway, tout ça, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. 1h40, ça semble un peu le projet déjà qui vont sortir, ils vont pas faire trop de promos et puis basta. Ils voulaient le sortir l'année dernière déjà, ils l'ont pas fait parce qu'il y avait un jeu à World, donc sortir de films de dinosaures le même été c'était bizarre. Mais en tout cas voilà, moi j'ai hâte de le voir parce que j'aime beaucoup le réal. La bande-annonce m'a pas donné spécialement envie, moi je fais confiance plutôt au réal et les acteurs qui ont signé pour le projet. À voir. Letterboxd va se faire racheter, en tout cas c'est en négociation et il y a tout le monde qui est intéressé. Il y a Netflix, il y a Reddit, il y a Sony, il y a Paramount, tout le monde veut racheter Letterboxd. Il y a plein de gens qui sont inquiets par rapport à ça. Je suis assez d'accord dans le sens où ça peut être problématique. Cependant, il faut savoir que Rotten Tomatoes est déjà possédé par une major américaine, IMDb aussi. IMDb c'est Amazon, si je dis pas de bêtises, et IMDb, vu que c'est Amazon, ils sont dans le système du cinéma aujourd'hui. Alors c'est possible que l'interface devienne à chier, c'est possible qu'il y ait des problèmes de monétisation qui deviennent plus cher et tout, mais je pense pas que c'est un moyen aussi de la part de, je sais pas, Netflix ou Sony ou Paramount ou quoi, de changer les choses. Je veux dire, Rotten Tomatoes, bon bah voilà, les films de la boîte, ils sont complètement défoncés, ça change rien quoi. IMDb, pareil, c'est des scores utilisateurs. Maintenant, ça peut changer certaines choses, je pense en termes d'interface, de revenus économiques, mais moi je suis pas inquiet. Voilà, c'est pas un rachat où je me dis putain, ça va être de la manipulation, la corruption et tout. Non, ça sera ok, honnêtement. Peut-être il y aura des choses un peu moins bien, peut-être Letterboxd sera moins bien en termes d'utilisateurs, d'ergonomie, tout ça, je ne dis pas. Mais en termes de gens qui gueulent en mode putain c'est la fin, ils vont tout racheter, ils vont contrôler les notes et tout, je ne pense pas, ça marche pas comme ça pour les autres plateformes qui sont toutes possédées par des majors américaines. Donc sur ça je m'inquiète pas du tout, mais c'est que c'est dommage d'avoir Letterboxd qui se fait racheter par une grosse boîte comme ça. Mais c'est le game, hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Dwayne Johnson va jouer pour Greg Quedar. Quedar, c'est un mec qui a réalisé Sing Sing, qui était vraiment bien, pour le coup, je vous conseille Sing Sing. Et il va jouer le rôle d'un cascadeur moto atteint de démence qui veut partir faire une dernière cascade. Et bah, c'est les gens qui vont essayer de le convaincre de ne pas le faire et des choses comme ça, j'imagine. Donc Dwayne Johnson, bah voilà, après le massacre Vaiana et à tout Jumanji 3 qui va sortir cette année, il va reprendre des projets normalement plus intéressants. Il va essayer d'aller chercher ce fameux Oscar, et c'est cool qu'il bosse avec des réals comme ça, parce que le meilleur moyen de faire des bons films quand t'es un acteur, c'est de trouver des bons réalisateurs avec lesquels bosser.
Ali G 2, le tournage serait effectivement terminé. C'est un tournage un peu surprise qui a été fait. Pourquoi pas Ali G, moi je trouve pas ça très très bien. Honnêtement, c'est pas mon personnage préféré de la part de Sacha Baron Cohen. C'est pas un personnage que je déteste non plus, mais c'est pas voilà, des œuvres que j'aime bien. Ça dépend lesquelles. Tu vois, Bruno, ça peut être un peu rigolo. Borat, c'est un classique et tout. Ali G, ça n'a jamais été mon truc. J'aime bien, hein, encore une fois. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner un Ali G en 2026. Pourquoi pas, je trouve que Borat, pour le coup, le 2, il s'est bien adapté à l'époque. Il a tenté un truc assez cool. Ali G, on verra bien comment il fait. Javier Bardem et Penelope Cruz vont jouer dans le prochain film de Florian Zeller qui s'appelle donc Bunker. Alors, Florian Zeller, moi j'ai un peu du mal. C'est-à-dire que The Father, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Je trouve que c'est un super film. Il a vraiment réussi un truc de Father que je trouve unique et incroyable. The Sun, c'était genre inintéressant au possible. Genre, quand tu le regardes, tu fais ah, c'est un peu touchant et tout. Quand tu penses au film, tu te dis putain, c'est inutile. C'est juste une pièce de théâtre sans idée de mise en scène, c'est le bordel. The Sun. Là, Florian Zeller qui revient avec ces acteurs-là, moi je suis chaud, ça peut m'intéresser. Je pense que ça peut être vraiment bien. Wildwood dure 2h20, apparemment. C'est un des plus gros films d'animation en termes de durée. C'est rare d'avoir des films d'animation aussi longs parce que l'animation ça coûte extrêmement cher. C'est compliqué, et apparemment la première version du film, qui sera sûrement celle diffusée, dure 2h20, donc c'est un énorme film d'animation, c'est la stop motion, ils misent à fond dessus côté Laika Studios, hein, parce que là c'est pas un studio qui cartonne Laika pour le coup, mais là, la bande-annonce, elle a cartonné, elle a fait des dizaines de millions de vues, il y a un gros buzz par rapport au film, donc ça sera sûrement le plus gros projet de Laika, et je l'espère parce que ça a l'air trop bien, j'ai trop envie de le voir, donc franchement si c'est 2h20, me mater ça en stop motion, ça peut être un régal. Armie Hammer, il rage bait comme beaucoup de personnes, vous savez j'ai fait la critique de l'œuvre Citizen Vigilante, ou Citizen, je l'ai vraiment mal dit, je suis fatigué, qui était donc voilà un film raciste, d'extrême droite, stupide, mais un film rage bait aussi. Franchement tu vois que Armie Hammer, que Uwe Boll, ils s'en ont rien à foutre, tu vois c'est pas sincère. C'est vraiment du full rage bait, ça se ressent, tu vois les interviews, le mec il fait que du rage bait. Bref, Armie Hammer il a dit il était pas au courant, je savais pas que le film était raciste, blablabla. Et au fait il a dit mais je suis chaud pour le 2. À partir de là, ils se foutent de notre gueule quoi. Franchement, et c'est le projet où ils se foutent de notre gueule. C'est vraiment le film, ils se foutent de notre gueule, ils rage bait à mort, j'y crois pas une seule seconde quoi. Je peux pas y croire que ces gens-là sont sérieux, en mode putain je suis désolé je voulais pas jouer dans un film raciste. Par contre, il y a une suite, je suis chaud. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, c'est lunaire, mais il rage bait. Il rage bait. Moi, je ne crois que en ces théories-là. Sauver Willy aura le droit à un remake. Bon, voilà, c'est la Warner, hein, ils font des remakes comme ça. Ça m'intéresse pas du tout, mais ça sera visiblement prévu. Harold et Kumar 4 va commencer son tournage. Pareil, Harold et Kumar, j'avais essayé, c'est ces comédies américaines dont je suis pas spécialement fan. Et voilà, pour ceux qui aiment bien, ça va revenir avec un 4e film. Le tournage va commencer. Il y a eu pas mal de bandes annonces, dont celle de Soulmate. C'est une sorte de spin-off de Megan. Hein. Megan, vous savez, le truc, le robot là. Donc, ils avaient fait un premier film d'horreur. Puis un deuxième d'action, et là c'est un truc où t'as un robot qui va s'émanciper, ça a l'air d'être un peu un truc d'action féministe, un peu à la con quoi. Bon, c'est Compagnon en moins bien, j'ai l'impression déjà que Compagnon c'était pas dingue, là ça a l'air beaucoup moins bien, ça donne pas spécialement envie. Il y a encore une bande-annonce de Hope qui a été diffusée, et moi je vous le redis et je le répète, ne regardez pas la bande-annonce, voilà, ne regardez pas, ça spoil tout, voilà, moi j'ai vu le film à Cannes, ça spoil tout, ne regardez pas la bande-annonce, ça spoil absolument tout le film, il y aura plus aucune surprise dans le film, voilà, je vous le dis, ça révèle tout le film. Voilà, c'est chiant. Alors, le film peut survivre au spoil. Hein. Attention, moi, je pense vraiment que c'est un film qui se regarde très très bien, même en étant spoilé. Mais voilà, vous allez tout voir dans la bande-annonce, et ça fait grave chier. L'expérience sera quand même bien. Attention, parce que c'est un film grandiose, épique. C'est Mad Max Fury Road pendant 2 heures avec des aliens. Mais vas-y, franchement, doucement, parce que ça révèle des trucs. T'es en mode, putain... le film il joue sur le suspense, sur le mystère, on voit pas le monstre avant 1 heure dans le film. Et là ça te spoil les monstres, c'est trop dommage. Donc s'il vous plaît, si vous avez l'occasion de le faire, ne regardez pas la bande d'annonce. Franchement, évitez ce genre de truc parce qu'il y aura plus aucune surprise. Avatar Aang, le dernier maître de l'air, vous savez le film qui a leak intégralement sur internet il y a quelques semaines, eh bien, a eu le droit à cette nouvelle bande-annonce. Et il y avait un petit message un peu mignon à la fin, en mode merci pour les vrais fans qui vont attendre la vraie sortie du film, parce que oui, le film est disponible en ligne, quoi. Le film terminé. C'est lunaire. C'est triste pour ceux qui ont fait le film, hein. C'est comme ça, des piratages comme ça arrive quasiment jamais, mais ça arrive. C'est dommage, mais voilà, là, le film existe. Moi, je l'ai pas vu, j'ai pas vu la légende de Aang et j'ai pas vu le dernier maître de l'air, donc de manière générale, je la ramasse. Mais en tout cas, voilà, la bande-annonce a été diffusée. Ça a l'air pas mal, hein. Moi, je comprends rien parce que j'ai pas le lore. Mais graphiquement, en termes de musique et tout, ça a l'air plutôt cool quoi. Donc franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner si un jour j'arrive à rattraper Avatar. Maintenant parlons un peu de Dune 3, je vais mettre comme ça en grand écran. Bon la bande-annonce a été diffusée et c'est incroyable, hein. Franchement j'ai vu ça, je me suis dit waouh, on part sur quand même l'un des films de l'année, c'est clair et net. Ça va être une claque atomique. Déjà l'idée, alors moi j'ai pas lu le bouquin, je l'ai écouté, après Dune...
J'avais lu le bouquin à l'époque, au lycée, je crois même, ou peut-être un peu après. Et donc, j'avais maté les films. Après les films, je voulais tellement connaître la suite de l'histoire que je me suis écouté les bouquins. Je me suis arrêté à l'Empereur de Dune. Donc, j'ai écouté un peu voilà, tout ce qui était après. Et là, sans spoiler évidemment, l'approche confrontation Chani, Paul, je trouve que c'est une super idée dans le film parce que c'est présent dans le bouquin, mais beaucoup moins. En tout cas, c'est pas montré comme ça. Là, c'est plus physique, c'est plus personnel, voilà. Et subit moins Chani, j'ai l'impression, dans le film. Il y a une vraie opposition dans le marketing qui se fait Zendaya, Timothée Chalamet, que je trouve génial. Et visuellement, franchement, le grain, l'image, le fait d'avoir différentes temporalités, ça se passe quand même sur 12 ans de mémoire dans le bouquin. Enfin, il y a une ellipse de 12 ans dans le bouquin. Et là, il y a 2 temporalités dans la bande-annonce. Ça se voit aussi par rapport à avant et après. Le fait que le mec devienne un gros fasciste. Donc il y a un grain d'image, il y a 2 temporalités différentes. Je trouve que c'est un film qui est absolument magnifique à regarder. La guerre, parce que du coup la guerre, il y en a pas dans le bouquin. Il y a une ellipse. La guerre, elle est pas terminée, elle est encore en cours dans le bouquin. Mais c'est vrai que là, forcément, ils doivent montrer la guerre. Ils doivent la montrer parce que c'est quand même un film d'action, faut pas l'oublier, c'est un gros blockbuster d'action. Donc ils vont montrer la guerre, ça c'est sûr. Et c'est une très bonne chose, je trouve. C'est vraiment une approche importante et intéressante de montrer la guerre et de jouer sur ça. Il y a des choses qui vont être hyper touchantes. Le fait que Chani soit déçu justement de ce que devient Paul Atreides, je trouve que c'est vraiment formidable. Mais franchement, on peut dire ce qu'on veut, juste la musique et les visuels. Genre ces plans-là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est quoi ce poulet? C'est quoi ce truc? Alors, ils ont changé de chef-op, c'est plus Greg Fraser qui est le chef-op, c'est Linus Sandgren qui a bossé sur plein de projets comme La La Land et tout. Et j'adore Greg Fraser, hein. C'est un super chef-op, il est super. Mais il y a un moment, regardez-moi ça. Moi, quand je vois ça, déjà, je reconnais pas trop la patte de Villeneuve. Pour le coup, Denis, je trouve qu'il a une patte bien plus froide. Et là, c'est un film que je trouve un peu plus solaire, ce qui est vraiment intéressant dans ce qu'il va raconter et l'opposition thématique et visuelle. Et là, franchement, le travail, mais ce plan-là, j'ai halluciné. Je fais, putain, le travail de photo, je le trouve tellement magnifique. Le contraste qu'il a, le soleil un peu, t'as l'impression derrière et tout. C'est pas le soleil, c'est de la déco, je suis bien conscient. Mais il y a un truc qui est tellement magnifique. Les visuels sur le fascisme, bon, classique, un visuel sur le fascisme, mais franchement, ça renvoie, ça a l'air grandiose, fabuleux. Des références à Laurence d'Arabie avec les jumelles, les plans bleus, comme ça, Nuit américaine, que Laurence d'Arabie. Le concept, quoi, les trucs de torture que tu vois là, les avertissements qui ont l'air, je bouge vite parce que c'est YouTube, j'ai un peu peur, qui ont l'air un peu, voilà, effrayants. Tu montres vraiment Hitler, quoi, parce que dans le bouquin d'ailleurs, Paul se compare à Hitler, hein, pour rappel. Et il faut savoir que dans le bouquin, c'est le djihad, chose qu'ils n'ont pas mis dans les films parce que djihad c'est vraiment connoté bizarre aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est un djihad, c'est appelé comme ça, c'est inspiré de façon de la culture musulmane, c'est comme ça, voilà, c'est inspiré de façon de Laurence d'Arabie aussi, donc c'est le serpent qui se mord la queue encore une fois, mais là, donc c'est que littéralement Hitler, il tue des milliards de personnes, hein, Paul Atreides dans le bouquin, même si encore une fois on le voit jamais, c'est une ellipse, mais là, ces plans-là, oh putain, moi je deviens fou, quoi. Quand je vois ça, je me dis, mais c'est quoi le poulet qu'on va tous manger en décembre? Genre Avengers qui sort le même jour, pour moi ça devient du suicide là, c'est pas possible, regardez-moi ça quoi. C'est absolument dantesque. Je trouve que le changement de chef-op, on verra le film, hein, mais c'est genre le meilleur choix que Villeneuve il a fait de sa carrière. C'est un truc, j'adore Villeneuve. Hein. Je trouve que c'est un réalisateur formidable et tout. Mais là, l'approche esthétique de Dune 3, moi j'hallucine. J'avais un petit peu peur, comme tout le monde, Greg Fraser qui bouge et tout. Là, franchement, truc de fou quoi. L'imagerie religieuse aussi, la noblesse, l'élite, tout ça, c'est incroyable. On voit, j'ai l'impression, les premiers navigateurs de guilde. Mais regardez-moi la gueule de ce film, quoi, c'est pas possible. Les navigateurs de guilde avec évidemment Scytale, je sais pas comment on dit en français, le personnage de Robert Pattinson qui est le méchant du film. Après c'est compliqué parce que techniquement le méchant du film c'est Paul, hein. C'est pas un spoil, hein, c'est dans la bande-annonce, c'est vendu comme le méchant du film. Mais il y a des antagonistes à Paul aussi, donc il y a Chani, il y a d'autres personnages, mais il y a surtout Robert Pattinson, Scytale, les autres j'ai pas envie de révéler. Mais voilà, on imagine c'est le premier navigateur de guilde qu'on voit là parce que Paul utilise l'épice. Et bah les navigateurs de guilde ça les fait chier, mais c'est intéressant parce que les navigateurs de guilde on les a pas vus encore dans Dune, pas vraiment, en tout cas chez Villeneuve, donc ça va être intéressant de voir comment il va les insérer dans son histoire parce qu'ils sont quand même importants dans les bouquins, il les a un peu esquivés dans les 2 premiers films. Là on va voir comment c'est ajouté, c'est beaucoup présent dans le Lynch hein, par exemple, et il y a des plans que je trouve incroyables, ce plan là sur les Fremen qui voient pour la première fois autant d'eau de leur vie, c'est incroyable, c'est phénoménal, on est sur un truc de malade mental. Donc franchement, juste le symbolisme, l'idée, ce que ça représente, je trouve ça exceptionnel. Donc ça a l'air touchant et beau et effrayant à la fois. Et un truc presque horrifique en même temps, je trouve que c'est génial. Pattinson et Florence Pugh vont être incroyables. Pugh, elle est fabuleuse. Déjà, ça c'est un plan typique Laurence d'Arabie. Hein, pour le coup, avec la tenue, le ciel derrière et tout, la nuit américaine. C'est vraiment ça. Mais surtout, Pugh, je pense qu'elle va être formidable.
Pattinson, il va nous vendre du rêve, c'est un malade mental, ça va être génialissime. De toute façon, en termes de méchants cette année, il nous régale. On va en parler mercredi. Mais voilà, c'est un truc assez impressionnant. Le plan sur la lune, faut aller se faire foutre. Il y a un moment, c'est quoi ça? C'est quoi ce poulet? Encore une fois, c'est l'air exceptionnel. Le travail qu'il y a dessus, mais le symbolisme aussi par rapport à Shani ou les autres personnages. On n'a pas beaucoup vu Natalie Joy qui joue un personnage hyper important. Elle a quelques scènes assez marquantes quand même. Donc elle va être vraiment bien et dans la bande-annonce et dans le film. Mais il y a des plans comme ça avec Arrakis, la lune, le sable, les vers, ce que ça représente. Jason Momoa, franchement... C'est toujours pareil, c'est comme The Rock un peu, tu sais, genre Momoa, c'est un bon acteur. Quand il joue pour un bon réal, le mec, il sait jouer, quoi. Il fait que du slop, voilà, il joue que dans de la merde, Jason Momoa, il fait que des films de cons, genre Minecraft, et que des conneries, là, récemment. Mais vas-y, quand il est chez Villeneuve, il va être incroyable, il va avoir un rôle majeur, il joue 8 dans... Je vais pas vous expliquer pourquoi il est revenu, pour ceux qui n'ont pas lu les bouquins, mais il joue 8, pas 8 genre N, mais H-A-Y-T-E, et ça va être exceptionnel, je pense, comme personnage, ça va être vraiment génial, et en termes d'acting, il a l'air de bien jouer. Et la fin avec le verre, ça fait vraiment rêve, je trouve. Ça fait un peu faux. Je sais pas à voir ce que ça va donner, mais ça va être fou. Franchement, Dune 3, ça va être fou. J'ai trop hâte. J'y crois à donf. Je pense que ça va être un phénomène comme film. Ça va être exceptionnel. Donc j'ai trop envie de le voir. Et je pense que ça va être vraiment hors du commun. Et l'un des films de l'année. J'ai trop hâte de voir ça en salle. Pour les actualités séries télé, il faut savoir que les Emmy Awards, donc les Oscars américains des séries télé, ont été annoncés hier avec les nominations. Enfin, pas hier, mais cette semaine. Pour faire très simple, il y a eu 9 nominations pour A Night of the Seven Kingdoms, il y en a eu 19 pour Widow's Bay, il y en a eu 18 pour Pluribus, il y en a eu 25 pour The Pitt, il y en a eu 24 pour Hacks, il y en a eu 16 pour Beef, ce qui est assez étonnant parce que Beef saison 2, bon voilà. Il y en a eu 13 pour DTF St. Louis, il y en a eu 11 pour Spider Noir, et 9 pour Fallout. Alors des séries comme Spider Noir et Fallout, c'est surtout des Emmy techniques. Alors il y a beaucoup de nominations aux Emmy, il y a 3 cérémonies aux Emmy Awards, dont une principale où il y a l'acting, les séries, tout ça, mais il y a beaucoup de Emmy techniques aussi, et donc c'est là que Fallout et Pluribus, et surtout, j'ai envie de dire, Spider Noir, des séries qui n'ont pas forcément beaucoup d'autres nominations autre part, sont récompensées. Et Pluribus et The Pitt et tout, il y a aussi beaucoup de récompenses techniques, parce que voilà, c'est quand même des grosses séries qui sont bien faites, de même pour Night of the Seven Kingdoms, Widow's Bay et tout. En parlant de Widow's Bay, c'est nommé dans la catégorie comédie, et je pense que ça va gagner cette année. Hacks domine depuis quelques années, il y a eu The Beef aussi qui avait gagné quelques moments, mais là, The Beef, The Bear, n'importe quoi, Beef c'est autre chose, The Bear qui avait gagné, et Widow's Bay, je pense cette année va gagner. Pour moi, pour l'instant, hein, c'est la meilleure série de l'année. J'ai pas vu une meilleure série qui est sortie cette année, je trouve que c'est une série fabuleuse qui mélange très bien comédie, horreur, même un petit peu action, c'est génial, donc je pense que ça va gagner. Pluribus pour moi va gagner face à The Pitt, à Paradise, à Slow Horses, à The Diplomat, Gilded Age et évidemment Friends and Neighbors qui est pas dingue je trouve. Et Night of the Seven Kingdoms, je pense que c'est Pluribus qui va gagner et ça sera mérité pour le coup. C'est l'une des meilleures séries de ces dernières années, rien à dire. Rhea Seehorn va gagner aussi en termes d'acting face à Zendaya, Kerry Russell, Chase Infinity et Carrie Coon. Et va gagner. Franchement, Rhea Seehorn, elle est tellement incroyable et va gagner. Zendaya, je sais pas s'il va gagner, j'y crois pas des masses, mais Rhea Seehorn va gagner, c'est pour moi la meilleure actrice, c'est vraiment fabuleux ce qu'elle a fait. Acting homme, c'est Mark Ruffalo qui je pense va gagner pour Task. Task, c'était fabuleux, il va sûrement gagner face à Noah Wyle, même si Noah Wyle ça va être compliqué parce que quand même The Pitt ça cartonne aux États-Unis. Sterling K. Brown, évidemment, Gary Oldman et Rufus Sewell, le diplomate. Je pense que c'est Mark Ruffalo qui va gagner par rapport à ça, pour plein de raisons différentes. Bon, l'acting. La série, elle est vraiment appréciée, il n'y a rien à dire, les gens y kiffent. D'ailleurs, il faut savoir que Mayor of Easttown, la série HBO et Task seront maintenant dans le même univers. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un crossover Mark Ruffalo et peut-être évidemment Kate Winslet? Je pense que c'est l'ambition et je pense que du coup, si Task saison 2 se fait, ça sera potentiellement avec Kate Winslet. Il y a aussi une saison 2 de Mayor of Easttown qui est prévue, donc peut-être lié genre Mayor of Easttown et Task et faire un crossover. Pourquoi pas, à la limite, moi j'ai bien kiffé Task. Je préférerais Mayor of Easttown, mais j'aime bien ce genre d'enquête dans des petites villes américaines et tout ça. Franchement, ça envoie, donc j'ai hâte de voir ça. Il n'y a pas une nomination pour Anthony Starr. Il n'a jamais été nommé pour le rôle de Homelander. Je trouve ça un petit peu injuste. Franchement, il méritait au moins une nomination juste par respect. La dernière saison, c'est pas sa meilleure, d'accord, mais en mode voilà. C'est certes une série super-héros à la con pour beaucoup de gens de l'académie de la télévision américaine. Mais vas-y, il était tellement bon, tellement convaincant durant ces nombreuses années en tant qu'Homelander. Je pense qu'il aurait clairement mérité au moins une nomination juste par respect, quoi. Bon, c'est dommage, mais il aurait mérité, ça c'est clair et net. Pas de nomination pour Halfman, je suis étonné parce que mon petit Ren, ça avait cartonné. Là, Halfman, ça passe un peu incognito et c'est très bien, Halfman. Si vous n'avez pas vu Halfman, regardez Halfman, pour moi c'est mieux que Beef
C'est mieux que plein d'autres séries qui sont sorties cette année. Donc regardez, Halfman, c'est l'une des meilleures séries de l'année. Dommage qu'il n'y ait pas une nomination. David Attenborough a été nommé alors qu'il a 100 ans. Je crois que c'est le plus vieux nommé de l'histoire des Emmy Awards. Mais il a été nommé, voilà, bah, vous savez, il fait beaucoup de narration pour beaucoup d'émissions sur la planète, la faune et la flore, voilà, de manière générale, l'écologie. Donc il a été nommé à 100 ans et c'est un mec qui est très marquant. Moi, j'ai vu beaucoup de ses documentaires. Sa voix, elle est iconique pour le coup, donc ça va être triste quand ça va arriver. Mais je suis content pour lui tout de même. Alien Earth, rien à voir avec les Emmy Awards, hein, mais la saison 2 a commencé son tournage. La sortie devrait donc se faire début d'année prochaine si tout se passe bien. À voir ce que ça va donner parce que j'ai trouvé la série tellement imparfaite la première saison, donc à voir. V pour Vendetta devait sortir en série télé chez HBO, mais finalement c'est compliqué. Ils ont rejeté la première version et ils ont mis le projet en pause parce qu'ils sont pas encore convaincus et ils cherchent une nouvelle version. Donc une série qui devait sortir quand même assez bientôt va être progressivement décalée. Et je pense que V pour Vendetta en 2026 ou 2027 ou 28, ça peut être intéressant, malheureusement. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, mais pour l'instant c'est mis en pause. Mobland saison 2 a le droit à sa bande-annonce aussi. Ça a l'air bien, honnêtement. Mobland, moi j'ai bien kiffé la première saison, c'était grave efficace et tout. Ça a l'air bien. Je pense que je regarderai la deuxième saison, c'est vraiment cool à regarder, sur ça, il n'y a rien à dire. Contrairement à Gentleman, où franchement, Gentleman, j'ai kiffé la première saison, j'ai trouvé ça bien, mais je trouve que Mobland, ça me suffit. Genre Mobland, c'est bon, je trouve que c'est assez bien pour que je regarde plus Gentleman. C'est deux ambiances différentes, hein. Vous pouvez manger ces deux gâteaux si vous voulez, mais moi, Gentleman, je regarderai pas la saison 2, je pense. Par contre, Mobland, il y a moyen. Ça, c'était pour les séries télé. Il y a une grosse actualité jeux vidéo quand même, c'est Obsidian. Vous savez que c'est la galère chez Xbox, Microsoft, ils ont fermé, enfin ils essayent de pas fermer justement plein de studios, ils ont licencié beaucoup de personnes et tout, donc c'est un peu compliqué et Obsidian fait partie de ces studios qui malheureusement ne fait plus du chiffre comme à l'époque. Comme à l'époque où ça cartonnait et tout. Et du coup là, il y a deux problèmes, il y a Bethesda et Obsidian. Obsidian a fait le meilleur jeu Fallout depuis Fallout 2, c'est le meilleur jeu troisième personne et première personne pour le coup 3D de la saga, c'est New Vegas, qui est l'un de mes jeux préférés de tous les temps aussi. Mais c'est vrai que ça bloque forcément parce que Bethesda ils veulent garder la licence, ils veulent pas la donner ailleurs et je pense que là Microsoft a dit les gars, Fallout, il faut faire du Fallout. Vous allez pas faire un jeu Fallout tous les 15 ans. Il y a un moment, concentrez-vous sur Elder Scrolls, déjà qu'ils ont des problèmes en interne avec leur licence et tout. Starfield ça a cartonné mais ça a pas plu comme prévu, Fallout 4 ça a pas plu comme prévu non plus. Bref, donc ils ont dit OK, je pense que Microsoft a dit les gars, donnez Fallout à Obsidian et c'est les mecs qui ont fait New Vegas qui vont rebosser sur un Fallout et je prends. Franchement, si c'est Obsidian qui fait Fallout, moi, je suis grave content. Et je pense que c'est des licences, franchement, hein, genre même Skyrim. Je comprends que Skyrim, enfin Elder Scrolls, c'est le bébé de Bethesda et ils peuvent le garder s'ils veulent et ils en fassent un tous les 5-6 ans ou 7 ans, j'en sais rien. Mais il y a un moment, les jeux comme Fallout, où tu peux tellement donner la licence à plein de gens. Genre Elder Scrolls, c'est basique. Voilà, c'est la high fantasy ou dark, ce que vous voulez, je m'en fous. C'est tellement basique comme licence parce qu'il y a des trucs comme ça tout le temps. Fallout, c'est plus unique en termes d'univers post-apocalyptique et tout. Donc c'est une licence que tu pourrais donner, partager pour qu'ils en fassent plein de studios, tu vois. En tout cas, même chez Microsoft, qui donne un peu la licence à droite à gauche, un peu comme ils font avec Star Wars sur plein de Lucasfilm, avec plein de studios de jeux vidéo. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas pour moi c'est une très bonne nouvelle. Voilà, c'était les actualités cinéma, série, un petit peu jeux vidéo de la semaine. Mettez-moi votre avis dans les commentaires, j'ai envie de le savoir. Pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de découvrir Instant Gaming. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, maintenant les vidéos sont disponibles en mode podcast. J'ai aussi un compte Instagram, Twitch, TikTok, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.